Bonsoir, bonjour, bienvenue. Nous sommes dans cet espace de psychanalyse pour tous, un espace gratuit de diffusion de la psychanalyse, une psychanalyse pour tous, c'est-à-dire avec la diffusion des concepts psychanalytiques, avec un premier contact, on va dire, avec la psychanalyse. Ensuite, comme vous le savez, ou comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a des cours qui sont organisés le dimanche pour approfondir nos connaissances. Anne, bonsoir. Jessica, bonsoir. Samy, bonsoir. Pour approfondir nos connaissances. Et il y a la possibilité de s'inscrire. Sabrina, bonsoir. Néléa, bonsoir. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie Grupo Zero. Feti, bonsoir. Guy, bonsoir. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on a mis des couleurs particulières parce que chaque jour est particulier. Chaque jour est particulier. Alors, on y va. Sylvie, bonsoir. Felipe, bonsoir. Doc, bonsoir. Comment allez-vous? Alors, nous sommes arrivés. Donc, nous sommes le Karima, bonsoir. Hakim, bonsoir. Nous sommes le 23 janvier. Et aujourd'hui, le sujet proposé, dont nous allons donc, comme je dis, faire une approche à ces concepts de la psychanalyse, puisque la psychanalyse est extrêmement complexe. Frédéric, bonsoir. Pourquoi? Parce que l'être humain est extrêmement complexe. Amira, bonsoir. C'est la psychanalyse qui s'occupe d'étudier d'étudier notre appareil psychique, qui s'intéresse à notre appareil psychique, qui, comme vous le savez, est un appareil dont nous n'avons pas accès à cet appareil, hormis la psychanalyse. C'est-à-dire que la psychanalyse, cet instrument, c'est le seul instrument qui existe aujourd'hui pour avoir accès à cet appareil psychique, pour avoir accès à l'inconscient. Alors, c'est pour ça que c'est si intéressant, puisqu'il vient d'une certaine façon, Martine, bonsoir, Mounia, bonsoir, qui vient nous révéler, on va dire, révéler et donner. Donc, comme la fois dernière, on faisait référence dans le sujet où on avait abordé la rupture, où on faisait référence un petit peu en prenant cet exemple de Copernic ou de Galilée, de cette découverte que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du soleil. Ben ici, nous découvrons que ce n'est pas la conscience qui nous donne toutes les informations, mais on peut toujours avoir, pardon, qu'est-ce que vous dites, Néléa? On peut toujours avoir accès au cours du cas clinique. Oui, oui, oui. Marie-Christine, bonsoir. Simon, bonsoir. Marlène, bonsoir. Oui, donc dimension, non, le cas clinique que nous sommes en train de voir, qui est vraiment très intéressant, parce que nous sommes en train de rentrer dans la libido de ce Sarah, bonsoir, Annie, bonsoir, Mustapha, bonsoir, de cette libido du président des États-Unis, Thomas Woodrow Wilson, donc qui a été au gouvernement des États-Unis au moment de la Première Guerre mondiale. Stéphanie, bonsoir. Et donc c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'en fait, Anne-Lizzie, pour voir un petit peu comment, comme toujours, parce que la psychanalyse, elle est très intéressante pour apprendre à écouter, pas autant pour se psychanalyser soi-même, qui est une impossibilité, non, auquel il va falloir renoncer, sinon pour apprendre à mieux écouter les autres, à écouter ces discours où il y a un discours apparent, et derrière ce discours apparent, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, donc c'est pour ça que c'est intéressant de toujours continuer à s'informer et à découvrir les informations de la psychanalyse. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux, je ne sais pas si c'est possible, parce qu'ici je vois que l'image que l'on a, elle est absolument terrible, non? Vous croyez pas? Feriel, bonsoir. Hop, on va remettre de la lumière. Bon, en tout cas, on met un petit peu de Hassan, bonsoir. Et par contre, là, je n'ai rien. Bon,
Pardon, hein. Je n'ai pas réussi, j'ai une drôle de couleur aujourd'hui, non? Stéphanie, bonsoir. Comment allez-vous? Donc, je disais que le sujet qui nous intéresse, aujourd'hui spécifiquement, c'est ce qu'on va appeler, ou ce qu'on a appelé, ou que j'ai présenté ce soir. Léonard, bonsoir, je cherche une personne qui pourrait m'aider. M'aider à quoi? Jean-Philippe, bonsoir. Donc, on va voir un petit peu, on a mis comme titre pour aujourd'hui, pour notre psychanalyse pour tous, on a bonsoir Inos, on a mis comme titre pour notre psychanalyse pour tous, délinquance et psychanalyse. Alors, c'est un sujet qui est intéressant parce que normalement, on peut parler de la libido, on peut parler de la pulsion, on peut parler de certains éléments du surmoi, on peut parler de l'enfance comme on a déjà eu, ou de la sexualité infantile plutôt. Mais la délinquance, bien évidemment, ce n'est pas un terme, Céline, bonsoir, ce n'est pas un terme analytique. On va voir pourquoi Freud il s'est intéressé à la délinquance, puisque la délinquance, en fait, non, c'est quelque chose qui appartient qui est plus de l'ordre du droit, de la justice. Pourquoi beaucoup de personnes sombrent dans la délinquance? Donc, sombre comme on sombre dans la drogue. Non, vous dites, Céline, on sombre dans la délinquance. Lila, bonsoir. Donc, c'est quelque chose qui appartient à la justice principalement et que dans ce domaine, en fait, les psychanalystes, nous n'avons pas à intervenir. C'est-à-dire que notre travail à nous est d'écouter, Fatima, bonsoir, le sujet. Et bien évidemment, nous n'avons pas d'origine. Mathieu Fessibre, bonsoir Marie-Laure, avez-vous un titre de livre à nous communiquer? Donc nous écoutons le sujet et nous n'avons pas à le juger, quoi qu'il ait fait. C'est-à-dire que nous ne nous occupons pas de ces délits dans la réalité. On va pas aller l'accompagner, c'est-à-dire que ça c'est sa vie et que le psychanalyste il n'intervient pas dans la vie du sujet. Il intervient s'il intervient, il intervient par rapport au discours du sujet, mais pas dans la vie du sujet. Alors, rappelons-le pour mettre les choses au clair, pour savoir de quoi nous allons parler aujourd'hui. Quand on parle d'un délit, Mariam, bonsoir, on parle de quelque chose qui est interdit par la loi, par le code civil, par le code pénal, et où la loi prévoit bien évidemment une peine. Une peine par rapport qui est en relation avec le délit. Sarah, bonsoir. Et une chose qui est importante, Nabila, bonsoir, que comme vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi. Alors ça c'est quelque chose qui est très important dans le sens où on peut être accusé d'un délit alors qu'on dit bah oui mais je ne connaissais pas parce que j'ai regardé et Wisdan bonsoir et Samia bonsoir qu'il y a en France, pour ne parler que de la France, il y a en France 318 000 articles qui légifèrent. J'ai l'impression que les personnes délinquantes ont tendance à mentir. Qu'il y a 318 000 articles qui légifèrent nos comportements, qui légifèrent nos comportements pour mettre une limite à nos comportements et nous obliger à respecter certaines règles pour pouvoir vivre avec les uns les autres, pour pouvoir être en relation et obéir, bien évidemment, aussi obéir au gouvernement. Sinon, nous pouvons, si nous allons enfreindre la loi, nous pouvons tomber, bien évidemment, dans ce qu'on appelle les punitions, quand les lois ne sont pas respectées. Et on peut subir donc, il y a des amendes, des peines de prison, des pertes de droits civiques, ou l'exclusion sociale, ou l'exclusion professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a, ce sont les limites à nos comportements, et qui sont très souvent difficiles à respecter. Surtout dans des sociétés où en fait les limites sont de plus en plus resserrées. Donc, évidemment. Donc, alors en fait, quand on va enfreindre les règles, les lois, les normes, on va dire, on nous punit comme les enfants. Non? Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez, regardez bien les enfants, ou rappelez-vous quand vous aviez des enfants autour de vous,
Les enfants, quand ils ne sont pas sages et que tout d'un coup ils arrivent à obtenir une punition, hein, ils pleurent un petit peu et après ils sont tranquilles et après ils sont sages, après ils ont tranquillisé. Et en fait, c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Ikram, bonsoir. Alors, bien évidemment qu'il y a des adultes qui vont enfreindre les lois ou parce qu'ils les considèrent que cette loi est injustifiée, non, et ou qu'ils vont enfreindre certaines lois parce qu'ils pensent qu'il est nécessaire de lutter contre les injustices, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de délinquants, bonsoir Olivier, il y a beaucoup de délinquants, on va dire, qui vont enfreindre les lois pour des raisons autres que celles que nous allons voir aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser principalement, c'est de voir ce qu'obtient le sujet une fois qu'il a enfreint la loi, ce qu'il obtient en étant dans une situation d'illégalité. Hein, parce qu'une fois qu'on a volé, une fois qu'on a volé, Jasmine, bonsoir. Hein. Donc, qu'obtient le sujet, bonsoir Carlos, qu'obtient le sujet quand il passe outre les normes, quand il ne respecte pas les normes? Est-ce que la névrose est une inhibition et la perversion un passage à l'acte en psychanalyse? Alors on dit que oui, effectivement, le névrosé aimerait bien faire, hein, non, ce que le pervers fait. Mais bon. Et Malika, bonsoir. Alors, le travail analytique, va nous dire Freud que le travail analytique, en fait, il nous a montré, parce que c'est grâce à son travail, c'est grâce à son écoute, on va dire, c'est grâce à son écoute qu'il a pu se rendre compte qu'il y a des actes criminels, alors criminels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté les lois, qui ont été commis précisément parce qu'ils étaient interdits. Hein, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses, on va dire, d'autres crimes qui peuvent ne pas être interdits par les lois, et ça n'intéresse pas le sujet. Ce qui va intéresser le sujet, c'est d'enfreindre l'interdiction. Hein. Et pourquoi? Et donc, ce qu'il va nous montrer, Isra, bonsoir, c'est ce qu'il va nous montrer, c'est qu'en fait, il va enfreindre la loi pour obtenir quelque chose. C'est pas simplement celui qui va enfreindre la loi pour vivre. Il y a des gens, ce sont des voleurs professionnels, on va dire, ou des assassins professionnels, et qui vivent de ça. Hein, qui vivent de ça. Mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse. En tout cas, pas ce soir. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est de voir que, en fait, ce qui leur arrive, c'est que ils vont aller chercher une punition, Annie. Non, non, c'est pas la loi du père, ni d'Albonsoir. C'est pas en relation avec la loi du père. C'est pas en relation avec une dispute avec les interdictions. C'est qu'ils vont avec ce que Freud il a découvert, c'est que, non, quand il parle de ces délinquants par sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que pour tranquilliser ma culpabilité, je vais commettre un crime. Vous vous rappelez de Crime et Châtiment de Dostoïevski, donc qui nous montre très bien, non, tout ce phénomène qui existe là dans cette ambiance, non, exceptionnelle que ce grand auteur nous présente, Dostoïevski, non, où il nous présente justement un jeune garçon qui va commettre un crime et qui se rend compte qu'il ne peut pas échapper. Il va se livrer, bonsoir Michel, Salma, bonsoir, il va se livrer lui-même dans les mains de la police. Donc, il ne cherche pas à échapper à la police. Il a besoin, non, de recevoir la punition. Et c'est ce que Freud donc va nous montrer aujourd'hui en disant mais comment est-ce possible qu'il y ait quelque chose qui pousse le sujet à commettre un délit, Claudette bonsoir, à commettre un délit, pourquoi? Pour pouvoir ensuite recevoir la punition, parce que ce qui l'intéresse, c'est pas le délit, ce qui l'intéresse, c'est la punition. Hein. Donc, il va dire que, pourquoi? Parce qu'avec la punition, il va y avoir un soulagement. Et ça, vous pouvez le remarquer chez chacun d'entre vous, c'est-à-dire pas simplement dans le sens de la délinquance ou dans le sens d'un crime ou de quelque chose qui est hors la loi, on va dire sinon dans la situation où il y a quelque chose de apparemment négatif qui nous arrive et pourtant ça ne nous fait rien. On ne sent rien. On nous a volé quelque chose, bon, ça ne me gêne pas.
On a fait, donc, c'est-à-dire, bonsoir Florence, il y a des situations, bon crâne, bonsoir, des situations qu'on va vivre qui, normalement, devraient produire en nous une certaine exaltation, quelque chose de négatif, mais non, ça ne nous fait rien du tout. En fait, on est tranquille face à ce qui nous arrive. Et là, c'est là où Freud va dire un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que c'est le sentiment de culpabilité, donc, qui a fait que, Agnès, bonsoir, qui a fait qu'on s'est retrouvé dans une situation qui est dans une situation... Oui, on va rechercher la punition. Alix, bonsoir. C'est-à-dire que euh, il va dire que le délinquant qui va chercher une punition en ne respectant pas les lois, ou en volant, on va dire, par exemple, ben, que ce sujet, il souffrait d'un sentiment de culpabilité très douloureux. Mais très douloureux, mais pas dans la conscience, parce que c'est un sentiment de culpabilité qui n'était pas douloureux dans la conscience, et en plus qui était pour lui d'origine inconnue, où il ne savait pas d'où ça venait. Et une fois qu'il a commis le délit, non, eh ben, il va, ça, avec la punition, la pression de la culpabilité va être soulagée. Et ce qu'on va voir, c'est-à-dire que le sentiment de culpabilité, il n'est pas en relation avec quelque chose que nous avons fait ou que nous n'avons pas fait. Donc, que c'est quelque chose, ce sentiment de culpabilité, il appartient à quelque chose de notre appareil psychique. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de nos actes. Alors, il va nous dire, par exemple, donc il nous dit que le sentiment de culpabilité, il existait avant le crime et pas après. C'est pas qu'on se sent coupable parce qu'on a tué quelqu'un, Damienne, bonsoir. Sinon, c'est qu'on se sent coupable, donc on est capable de tuer quelqu'un. Pourquoi? Pour aller en prison. Donc, quand la culpabilité devient insupportable, les gens, ils sont capables de faire quelque chose pour qu'on les enferme, par exemple. Mais pas tout le monde. Il y en a d'autres qui cherchent, non? Face à ce sentiment de culpabilité, on peut ou commettre un délit, ou se retrouver dans une situation désagréable qui va tranquilliser notre sentiment de culpabilité. Par exemple, Freud y parle de... il parle de la maladie, par exemple. Dans la maladie, dans certaines maladies chroniques, il y a toujours un élément de... On se sent coupable pour quelque chose qu'on aurait aimé faire enfant. Non, on se sent coupable pour quelque chose d'inconscient. Nadia, bonsoir. Non, c'est quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose qui appartient à notre appareil psychique et dont on n'a pas conscience. Alors on peut étudier pour savoir théoriquement comment c'est, mais ça ne veut pas dire que nous savons en quoi c'est référence. Nous allons continuer. Hein, parce que c'est important de pouvoir se rendre compte que la psychanalyse, elle s'occupe de quelque chose dont le sujet ne connaît rien. Ne connaît rien dans le sens tant qu'il n'a pas étudié la théorie. Et quand il a étudié la théorie, bah, il le connaît, mais à niveau théorique. Il ne peut pas le connaître sur lui-même. Qu'en est-il du surmoi chez le délinquant? On y arrive, Féti, on y arrive. Donc, on va voir qu'il peut y avoir des, on va dire, des satisfactions, parce que c'est la satisfaction, la tranquillité de notre sentiment de culpabilité. Freud dit que c'est un des sentiments les plus intolérables pour le sujet, le sentiment de culpabilité. Donc il faut réussir à faire quelque chose pour le tranquilliser. Et chacun, bien évidemment, va utiliser des méthodes différentes. Ok? Donc, il va dire qu'il y a certaines maladies chroniques, par exemple, qui viennent aussi, qui vont aussi participer à la diminution de cette tension à cause du sentiment de culpabilité. Alors, et donc il n'y a pas simplement, on va voir, il y a la maladie, la culpabilité et la jonction de l'affiliation. Je ne comprends pas. Et pardon. Donc il y a par exemple la maladie, après il y a par exemple ou une relation amoureuse qui me fait souffrir. Non, il y a une part de culpabilité qui rentre, c'est-à-dire différentes situations. Il va même nous dire qu'en fait, il y a certaines situations, en fait, dans la douleur, il y a aussi le sentiment de culpabilité qui va intervenir. Dans la douleur, de tous les types de douleur, il y a le sentiment de culpabilité qui intervient dans la douleur. C'est-à-dire que la douleur permet de
tranquilliser le sentiment de culpabilité. Alors, le sentiment de culpabilité, donc on va se poser bien évidemment la question d'où il vient, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc qui vient intervenir, qui va intervenir dans de nombreuses choses dans ma vie et dans la vie de tous, parce que le sentiment de culpabilité, on va voir qu'il appartient à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui appartient en fonction des actes qui ont été réalisés. Et en fait, on va parler bien évidemment de la constitution de l'appareil psychique, parce qu'une chose qui est importante, c'est que l'être humain, de la même façon que cet homme de Néandertal, il n'est pas arrivé debout comme ça tout seul, c'est-à-dire que d'abord il était à quatre pattes, puis petit à petit il s'est dressé, et petit à petit il a appris à être en relation avec les autres pour pouvoir construire quelque chose, il a appris à parler, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un processus d'humanisation pour que nous soyons aujourd'hui le résultat de ce processus. Et entre autres, il y a eu aussi la fabrication de cet appareil psychique, parce que l'homme de Néandertal, bien évidemment, n'avait pas d'appareil psychique. Donc cet appareil psychique aussi s'est constitué petit à petit. Petit à petit, comment? Par des lois. En fait, cet appareil psychique, il s'est constitué par des lois qui sont en relation avec la constitution sociale. Non? Mais bon, ça c'est un autre sujet auquel on pourrait faire référence, qui est très intéressant justement pour cette constitution, et il va faire référence à l'assassinat du père. C'est-à-dire que Freud a construit le mythe de l'assassinat du père qui a permis, et de l'inceste avec la mère, qui a permis de... pas le fait de l'avoir tué, sinon de l'interdiction de l'assassinat du père et de l'interdiction de l'inceste avec la mère, qui sont les deux grands crimes de l'humanité et qui ont été condamnés dans les sociétés primitives. C'est-à-dire les sociétés primitives avaient ces deux grandes lois sur lesquelles sont basées notre civilisation aujourd'hui encore. C'est-à-dire c'est ce dont parle Totem et Tabou. Exactement, Alex. Et c'est à partir de là que l'humanité a extrait sa conscience, qui aujourd'hui se manifeste avec la puissance, on va dire la puissance psychique héritée. Et elle héritait de quoi? De ce complexe d'Oedipe, de ces deux premières lois, de ces deux premières interdictions. Qui sont reprises après par le catholicisme, par les 10 commandements par exemple. Mais ça existait déjà avant, on va dire. Donc de la même façon que cet humain a dû fabriquer son psychisme, l'enfant, il va falloir qu'il le fabrique aussi. L'enfant, il ne naît pas avec un appareil psychique. Alors il a on va dire, tout est prêt pour sa fabrication, mais il va falloir le faire. De la même façon qu'il doit grandir et se développer et chausser du 44, de la même façon, il va devoir fabriquer son appareil psychique qui va le faire. C'est pour ça qu'on dit que l'enfant, en fait, il va reparcourir de la naissance à l'adolescence, il va reparcourir toute l'histoire de cette constitution de l'humanité. Et avec ces lois qui viennent régir et qui viennent lui permettre de se civiliser. Parce que sans l'assassinat du père et sans l'inceste avec la mère, nous ne serions pas sans la loi, on va dire, sans ces lois, nous ne serions pas des êtres humains. Donc, c'est-à-dire que ce sont ces lois qui nous civilisent. Or, Freud, il va dire, bien évidemment, que les enfants souffrent aussi d'une culpabilité et d'une angoisse avant le complexe de castration, c'est-à-dire avant la constitution de l'appareil psychique. Parce que l'appareil psychique va se faire à un moment donné. Il va se faire au moment du complexe d'Oedipe. Là va se constituer leur appareil psychique. Mais il dit, mais avant la constitution de l'appareil psychique, dans le sens où la délinquance est-elle une maladie? Je ne sais pas. Maladie de quoi? Donc, les enfants, on va dire, ils souffrent d'une culpabilité, d'une angoisse face au complexe de castration. Donc ça, c'est-à-dire face à l'interdiction. La première interdiction, en fait, l'enfant, il se sent menacé, il sent qu'on va le punir. Mais il dit, mais ça, ce n'est pas en relation encore avec le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité va être fondé après
la constitution, après le passage du complexe de castration. On va dire, mais c'est tout un travail, le complexe de castration. L'être humain est social de nature. Parfois, c'est la société qui pousse à la délinquance. Donc, on va dire, ça, Nadia, ce n'est pas une idée de la psychanalyse. On va dire que l'être humain n'est pas sociable par nature du tout, sinon qu'il va devoir apprendre à devenir social. C'est-à-dire qu'il vit, bien sûr, qu'il tombe, il se retrouve, on va dire, il tombe comme s'il tombait du ciel, dans un monde, dans une société, mais lui, il va devoir faire le travail. Et comment il va faire le travail? Parce que vous vous rappelez ce livre que j'ai publié il y a pas si longtemps, qui s'appelle « Je suis un groupe ». Je suis un groupe, qui se trouve sur Amazon. Mais je suis un groupe où on montrait que dans chacun d'entre nous, que nous sommes un être social, que nous devons nous constituer comme être social. C'est-à-dire que moi, je ne vis pas, Clémence ne vit pas toute seule avec Clémence, sinon que Clémence vit avec, dans son appareil psychique, avec différents éléments. C'est ce qu'on va voir pour aujourd'hui, non? C'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité ne va pas intervenir directement chez l'enfant. L'enfant, il a de l'angoisse. Bien évidemment, de temps en temps, il fait des cauchemars, il se réveille en pleurant, il va chercher sa mère. Et en fait, on va voir que ça, c'est une culpabilité et une angoisse, en fait, qui correspond à cette période, bonsoir Rachid, avant, en fait, sa question d'où viennent les enfants. D'où viennent les enfants, qui est la première question que l'enfant va se poser pour commencer son investigation, à savoir d'où on vient, c'est quoi ce monde, c'est quoi là où je suis tombée. Donc il va commencer, sa première question c'est d'où viennent les enfants, d'où je viens moi et surtout d'où vient mon petit frère, ma petite sœur qui vient prendre un peu du terrain. Donc il dit qu'il y a une angoisse et une culpabilité avant d'avoir pu ce qu'on appelle symboliser le père et symboliser la mère. C'est-à-dire que pour l'instant, il a une relation, au départ, il a une relation avec la mère, avec laquelle il dépend complètement. Parce que quand symboliser, ça veut dire, ma mère est là, j'en ai plus besoin, comme ça, comme j'en avais besoin, Imen, bonsoir. Donc là, il en est encore complètement dépendant. Et il est tellement dépendant d'elle qu'en fait, il est dépendant aussi de son amour. Parce qu'il dit, si elle cesse de m'aimer, elle va plus s'occuper de moi. Donc c'est un amour relatif, dans le sens où c'est un amour qui est en relation avec le besoin. Et donc il a besoin de l'amour de sa mère, puisque comme ça elle va s'occuper de lui. Et qu'à chaque fois, pour appeler les enfants, tout d'un coup la mère elle disparaît et l'enfant commence à crier. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il peut être dans une situation de danger. C'est un autre sujet, ça, Inos. Donc, il se retrouve dans une situation de danger. Ça peut lui procurer de l'angoisse. C'est-à-dire que le danger pour l'enfant, c'est de se retrouver sans soutien, se retrouver sans... donc, dans la castration, après la castration, on a dit la culpabilité est en relation avec le désir. Oui. Donc, on va voir. On continue. Et donc, toi, pour parler et pour bien faire la différence entre ce sentiment de culpabilité qui appartient en fait à l'adulte et les angoisses de l'enfant qui sont en relation avec sa situation de sans défense, où il se retrouve dans une situation où il a besoin de maman puisqu'elle vient nous protéger du danger. Et que pour lui, c'est un danger extrême. Surtout que sa mère, à ce moment-là, elle peut tout, elle va faire face à tous les dangers. Donc il a besoin d'elle. Et donc, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que nous pouvons observer que, en fait, les souffrances de l'enfant sont face à une situation extérieure. C'est-à-dire qu'il va pleurer quand la maman va disparaître. C'est une réalité extérieure, que ses angoisses sont en relation avec un danger pour lui extérieur. Extérieur à lui. Ça, c'est important. Mais après le complexe de castration, le sentiment de culpabilité devient inconscient. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette manifestation d'angoisse dans la conscience, et il n'y a plus non plus ce que certains disent « je me sens coupable », ça n'a rien à voir. Je me sens coupable, ça n'a rien à voir avec le sentiment de culpabilité inconscient. D'accord ? Ce sont deux choses différentes. Se sentir coupable,
Il faut que le sujet continue à parler pour voir de quoi il s'agit quand il dit qu'il se sent coupable. Alors, comme il est inconscient, comment nous savons qu'il existe? Parce qu'en fait, c'est ce que vient nous montrer Lisa Bonsoir à la psychanalyse. C'est d'accord, le sentiment de culpabilité, il est inconscient. Donc, et nous savons qu'il existe par ses effets, par les conséquences de ce qui va se présenter. Non, c'est pour ça que je dis que face à la délinquance, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est que fait le délinquant avec son crime, avec son délit. Qu'est-ce qu'il va faire, hein? Alors, après la castration, donc, je disais que le sentiment de culpabilité est inconscient et que nous connaissons, non, tout ça, que par ses effets. C'est pour ça que nous pouvons dire qu'il y a des actes et bien sûr que l'enfant peut souffrir d'anxiété en l'absence de sa mère, bien sûr. Donc nous sommes en train de voir d'où vient la culpabilité. D'accord? Donc on va commettre un délit pour obtenir une punition qui va tranquilliser notre sentiment de culpabilité. Donc comme on disait, il y a aussi, non? Il y a des maladies aussi qui peuvent tranquilliser ce sentiment de culpabilité. Il y a des drogués qui vont se droguer, vont se faire du mal, on va dire, comme punition. Non? Ils se droguent comme punition et on peut faire donc de nombreuses choses pour se punir de ce que nous sommes capables d'imaginer, en fait, de ce que nous sommes capables d'imaginer, non? Pour obtenir une condamnation. Alors, c'est pour ça que Freud il va dire que, par exemple, le malaise dans la culture, non, son livre si formidable qu'il a fait, où il va nous montrer qu'en fait, dans le malaise, et on peut penser jouissance de la punition. Bien sûr qu'il y a jouissance dans la punition, c'est bien ça le problème. C'est pour ça que c'est difficile de renoncer, parce qu'il y a jouissance dans la punition. Donc, et quand Freud il parle du mal-être du sujet, donc le mal-être du sujet qui provient de la culture, il dit qu'il provient pas de la culture, il provient du sentiment de culpabilité. Non, du sentiment de culpabilité qui exprime un besoin inconscient de punition. Le sentiment de culpabilité exprime un besoin inconscient de punition. Et en fait, ce que Freud il va nous dire quand je dis que nous sommes plusieurs, non, c'est dans la constitution du sujet. Dans la constitution du sujet, rappelons qu'il y a une formation, donc après le complexe de castration, en fait, il y a l'intériorisation de ce qu'on appelle les figures parentales. Et en fait, ça va être la production du surmoi. Ça aussi, c'est une production sociale. Mais c'est une production que chaque sujet va devoir faire. C'est-à-dire que l'enfant, il ne va pas naître avec un surmoi. Le surmoi va se produire. Non, c'est quelque chose qui va se produire dans l'appareil. Et c'est l'héritier, le surmoi, c'est l'héritier des identifications avec les parents, non, qui, au départ, étaient bien évidemment des objets d'amour. C'est-à-dire que l'autorité qui avant était extérieure et l'amour des parents qui avant était extérieur, bon, en fait, avec la production du surmoi qui devient une instance dans l'appareil, bah, tout ça, ça va devenir intérieur. Et en fait, ce que Freud il va nous expliquer, c'est que dans l'appareil, il y a plusieurs instances, comme plusieurs personnes en fait, et que ces différentes instances, eh ben, il faut qu'elles s'entendent bien. Et quand elles s'entendent bien, ces différentes instances, ben, on va dire que le sujet vit tranquillement avec lui-même. Le problème, c'est que quand il y a conflit entre ces différentes instances, c'est-à-dire que quand le moi, il commence à obéir au surmoi, et que le surmoi, qui a toute l'autorité des parents, alors des parents, pas seulement des parents, parce qu'en plus Freud il va nous expliquer comment se forme réellement ce surmoi, et que ce n'est pas en relation directe avec ce qu'a été notre papa ou notre maman, sinon que c'est quelque chose de différent. Donc ça peut ne rien avoir. On peut avoir eu des parents qui nous ont laissé vivre tranquillement, qui nous ont pas punis, et après avoir un surmoi en nous très sévère. Donc ce n'est pas en relation avec exactement, Féti. C'est une sorte de masochisme ou sadisme contre le moi. C'est-à-dire que Freud il nous explique, et ça c'est super intéressant, comment remédier. Alors tout de suite vous voulez remède, Nadia, prenez, non, touchez-vous le nez 3 fois.
non, commencer une psychanalyse. Hein. Donc, et Freud, il va nous expliquer que, en fait, il y a une relation particulière entre le moi et le surmoi. Et il va directement expliquer qu'il y a une relation érotique, comme il y a eu, à un moment donné, dans l'enfance du sujet, une relation tout à fait particulière entre le sujet et ses parents. Et cette fois-ci, c'est entre le moi et le surmoi. Et en fait, il dit que le moi se met en position masochiste face à un surmoi sadique. Et c'est ça qui va provoquer, hein, ce sentiment, non? Puisque c'est le sentiment de culpabilité va surgir de ça. Comment remédier? Alors on va lire. Alors, il nous dit, hein, c'est très intéressant, le surmoi est une instance psychique. Une instance psychique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que on doit obligatoirement passer par la psychanalyse pour savoir de quoi il s'agit. On peut le connaître théoriquement, mais de la même façon qu'on sait que 2 et 2 font 4. D'accord? C'est-à-dire que théoriquement, on peut le savoir, mais d'un autre côté, hein, il faut passer par le divan. Donc le surmoi, il dit, c'est une instance psychique qui appartient à la structuration du psychisme humain. Ensuite, il va nous parler de la conscience morale. Et il dit que la conscience morale, c'est une fonction du surmoi. Parce que le surmoi, hein, il y a plusieurs éléments dans le surmoi, c'est pas simplement une chose. Et à l'intérieur de ce surmoi, il y a ce qu'on appelle la conscience morale. Alors, on l'appelle conscience, mais elle n'a rien de conscient. D'accord? On va dire que c'est la morale, en fait. Non? Et c'est la morale qui travaille toujours pour la répression, pour le refoulement. C'est-à-dire que tous ces contenus, parce que dans notre appareil psychique, nous avons le moi, nous avons le surmoi, et nous avons le ça. Le ça avec toute cette énergie et ces désirs, non, que la morale ne permet pas. La morale ne permet pas ces désirs de l'inconscient. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle va réprimer. La morale, elle réprime ces désirs de l'inconscient que le sujet ne tolère pas. Non? Et donc ce sont des désirs qui sont complètement éloignés du moi. Et ensuite, il y a le sentiment de culpabilité, donc qui est un élément du surmoi. Non? Et le sentiment de culpabilité va dépendre de la sévérité du surmoi. Non? Donc, qui est en relation directe avec la rigueur de cette morale. Okay. Au plus la morale est stricte du sujet, au plus, en fait, son surmoi va punir constamment le sujet. Il va devoir le punir de différentes manières parce que dans l'appareil psychique, on ne peut pas mentir. On ne peut pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des désirs que nous avons qui existent en nous que nous ne pouvons pas éviter. En plus, c'est ça qui est intéressant, que nous ne pouvons pas éviter. Oups, il y a plein de... Pardon, Fabienne, bonsoir. Il paraît que le masochisme est en fait sadique. Oui, effectivement, Stéphanie, très bien. Exactement. Le masochiste, en fait, non? Parce qu'en fait, les deux vont ensemble. De la même façon que le sadique, il jouit en position masochiste, le masochiste, en fait, c'est un sadique qui se fait du mal à lui-même. Bon. Mais ça, non, c'est autre chose. Donc, le sentiment de culpabilité va dépendre de la sévérité du surmoi, non, qui est en relation directe avec la rigueur de la morale. Donc, la morale, elle nous interdit beaucoup plus de choses qui ne sont pas interdites par les 318 000 articles qui légifèrent, non, la conduite des personnes. Mais nous interdisons beaucoup plus de choses. Non, ça c'est pas bien. Ah, il faut pas le faire. C'est pas interdit par la loi, mais on se l'interdit. Alors, voyez toutes les choses auxquelles que nous interdisons de faire parce qu'on considère que c'est pas bien. Alors qu'il n'y a aucune loi qu'il vient, je veux dire, s'engueuler avec quelqu'un, ce n'est pas interdit par la loi. Par exemple, mais il y a des gens qui se l'interdisent. Pas de question, je ne veux me disputer avec personne. Par exemple, parce que ce n'est pas bien, parce que je considère que ce n'est pas bien. Et si tout d'un coup j'ai envie de me disputer avec quelqu'un, ce que je ne peux pas cacher à ma morale qui est inconsciente, punition. J'ai eu un désir que ma morale ne me permet pas. Et qui n'a pas envie de se disputer régulièrement? Tout le monde. On a tous envie de se disputer régulièrement.
Pas dans tous les cas. Parfois, la morale accompagne vers le droit chemin. Ah ah, une défenseuse de la morale, une défenseuse de la morale. Non, ce qui va être important, c'est l'éthique, Nadia, pas la morale. La morale, non, c'est quelque chose qui vient accompagner des choses qui, je répète, ne sont pas interdites par la loi. Donc, c'est quelque chose de religieux, la morale, qui vient nous dire ce qui est bien et qui est mal et qui appartient à la religion. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, chacun choisit son, mais ce n'est pas le droit chemin. Qu'est-ce que c'est, Nadia? Le droit chemin pour qui? Pour vous, non? Ou pour une certaine religion qui vient dire que ça c'est bien et ça c'est mal, non? Donc, cette morale qui est un élément de ce surmoi qui nous surveille, et en plus que c'est très difficile de diluer en fait le pouvoir de cette morale. Il y a des gens qui sont très moralistes et qui sont complètement empêchés, ils ne peuvent pas vivre, parce qu'ils ont une morale terrible. Et donc, pourtant, ils ont des désirs, parce que ce n'est pas parce que j'ai une morale très stricte que je n'ai pas de désir, de certains désirs, on va dire, agressifs ou hostiles envers certaines personnes. Non, nous avons tous des désirs hostiles et agressifs envers d'autres. Donc, quand le moi surprend, quand le surmoi plutôt, puisque c'est lui qui surveille, et il voit que le sujet a des désirs agressifs ou hostiles, punition. Et alors il va trouver, sa loi, bonsoir, il va trouver un chemin pour obtenir la punition. Et donc, toutes les punitions, comme on disait, ça peut être aussi, enfreindre les lois. Enfreindre les lois, ne pas payer correctement ses impôts, enfreindre les lois, mais pour obtenir, parce qu'on peut enfreindre les lois, mais si on n'est pas puni, ça n'a rien à voir. Pour une existence possible, il me semble important de mettre du et plutôt que le ou. Je ne comprends pas, Olivier, qu'est-ce que vous voulez dire? De mettre du sucre ou plutôt le ou. Je ne comprends pas, vous soulignez l'article, mais je ne sais pas à quoi. Donc, et que le besoin de punition, en fait, ce sont du et. Non, expliquez correctement, je ne comprends pas. Si vous mettez des onomatopées. Donc un délinquant serait un être qui est plein de culpabilité, qui a besoin de tranquilliser sa culpabilité. C'est pas qu'il est plein ou qu'il y a plus de culpabilité que vous, qu'il a besoin de la tranquilliser. Et que chacun trouve sa méthode. Parce que nous avons tous ce sentiment de culpabilité. Il n'y a personne qui vit sans sentiment de culpabilité. La culpabilité, elle existe chez tout le monde. Et que donc, la punition, en fait, ce sont des manifestations du masochisme. Tout faire pour rater un examen peut-il être considéré comme un besoin de punition? Bah oui, Florence. Évidemment. Mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a toujours un élément du sentiment de culpabilité qui intervient, mais après, il faut voir aussi tout ce qu'il y a autour. Non, parce que c'est pas simplement pour ça. Le psychotique a-t-il de la culpabilité? Tout le monde a de la culpabilité. Alors, des manifestations, le besoin de punition, ce sont des manifestations du masochisme du moi. Le moi est masochiste et sous les influences du surmoi, il établit un lien amoureux entre le moi et le surmoi. Alors, un sentiment de culpabilité plus fort chez certains. Plus intolérable, Marie. Plus intolérable, que le sujet, il ne sait pas, parce que ce qu'on va voir, c'est qu'il n'a pas la capacité, Olivier, il faisait la référence en disant que dans la punition, il y a une jouissance. Et il faut être capable de renoncer à cette jouissance de la punition. Parce qu'en fait, il faut renoncer à ça, il faut renoncer à la punition. Et en plus, on va dire, la psychanalyse, elle dit qu'en fait, se psychanalyser, c'est apprendre petit à petit à se débrouiller en fait avec la culpabilité sans avoir à produire des punitions. Il y a des gens qui se punissent constamment. C'est pour trouver un équilibre. Non, c'est pas pour trouver un équilibre. L'équilibre, il n'existe pas dans l'appareil psychique. Non, l'équilibre, c'est une chose de la philosophie, on va dire. C'est une chose de la philosophie, ça n'existe pas. Le principe de la flagellation, par exemple, Manu, effectivement. Que ça correspond, et la culpabilité, donc ça on vient de parler du surmoi, en fait on dit que la culpabilité toujours est quand on pleure,
Bah, ça dépend. Ça dépend, ça veut rien dire, hein, parce que des fois on pleure et on adore pleurer et on est très content d'avoir pleuré, ça fait du bien. Donc, il n'y a rien, non? Et en plus, ça dépend, Anne, comment le sujet va en parler. Il n'y a rien. Il n'y a pas le psychotique, il n'y a pas les pleurs, il n'y a pas la flagellation, il n'y a pas... À chaque fois, c'est qu'en dit le sujet? Que va dire le sujet de tout ça? Non, et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut apprendre à écouter les gens et pas mettre des étiquettes en disant voilà un gros sentiment. Non, on écoute comment il en parle. Comment il parle de sa douleur, comment il parle de sa maladie. Un sentiment de culpabilité relié à un événement qui va être analysé et admis va-t-il remplacer par une autre culpabilité? Et la honte, c'est un sentiment infantile, Fabienne. La honte, c'était ce qu'on appelle les barrages de, non, pour de la morale justement, comme la morale. Ce sont des choses qui appartiennent au sujet infantile. Ensuite, l'adulte, il doit l'abandonner. Alors, je sais plus, j'avais vu, alors les questions, il me semble que chez les psychotiques, l'excès de sentiment de culpabilité, pas de... Alors, on va dire, attendez, j'avais vu une phrase qui disait, bonsoir, les personnes violentes, voire criminelles, ont besoin d'apaiser une culpabilité par la recherche d'une... Pourquoi trop forte? Une culpabilité intolérable. Alors maintenant, si on parle, non, un sentiment de culpabilité relié à un événement qui va être atteint, non, non, un sentiment de culpabilité n'est pas relié à un événement. Il est relié à quelque chose de psychique. La punition est un but de la pulsion, une satisfaction. Non, 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 non. La punition n'est pas un but pulsionnel. Donc on va voir, parce que quand on parlait du complexe d'Oedipe, non, en fait on va voir, une autre chose qu'il va nous dire qui est très intéressante, il dit le remords. Le remords, c'est aussi une réaction du sentiment de culpabilité. Il dit que le remords en lui-même, non, c'est la punition. Avoir des remords, c'est une punition, non, directement. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, non? C'est-à-dire que c'est comme la maladie, le remords. En fait, c'est comme une maladie, c'est quelque chose qui me fait du mal. J'ai des remords pour quelque chose que j'ai fait ou quelque chose que je n'ai pas fait, mais j'ai des remords. Ça, c'est la punition. Le remords en lui-même, c'est la punition. Non? Alors, comment il vous semblait? Il me semble que le psychotique a un surmoi. Il vous semble quoi? Culpabilité, séparation trop longue avec la mère. Non, non Marie, ça n'a rien à voir avec la maman. Ça a à voir avec les désirs. La culpabilité vient du fait que j'ai des désirs que ma morale ne tolère pas. Et pas des désirs conscients, des désirs inconscients. Quand j'ai des désirs, ceux auxquels je faisais déjà référence, ces désirs hostiles que je peux avoir et que je ne tolère pas, mes désirs hostiles, j'en ai déjà fait référence. Ou des désirs amoureux. Il y a des gens qui ont des désirs amoureux qui ne tolèrent pas, ou parce que la personne ne correspond pas, ou parce que ceci, ou parce que cela, mais que leur morale ne leur permet pas des sentiments amoureux. On va dire qu'il y a deux choses qui interviennent dans le sentiment de culpabilité. C'est les désirs hostiles et les désirs érotiques, que le sujet ne tolère pas. Et c'est là où intervient la morale de façon néfaste. Parce que ce ne sont pas des désirs qui sont réalisés. Ce sont des désirs inconscients. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que non, je ne vais pas passer à l'acte. Je ne vais pas donner de claque à personne. Je ne vais me fâcher avec personne. Mais j'ai envie. Je désire. Et ça, le sujet ne le tolère pas. Et donc, il va se punir pour des désirs qu'il ne tolère pas. Donc ça, c'est en gros, on va dire, non? Alors on doit juste faire avec son sentiment de culpabilité. Mais on ne peut pas se dire, Marie, parce que si on pouvait se parler en disant « Hé, sentiment de culpabilité, reste tranquille ». Non, Marie, il faut se psychanalyser. On ne peut rien se dire. Le sentiment de culpabilité, il fonctionne de façon inconsciente. Se psychanalyser. Comment se détacher? Comment faire avec ceci? Comment faire avec cela? Se psychanalyser. Et pour des désirs qu'il ne connaît pas. C'est des désirs, Fabienne, qu'il ne connaît pas. Ce ne sont pas les désirs hostiles que vous avez croisé votre voisin qui fait du bruit tous les dimanches matins très tôt et que vous avez envie de... Non, on ne parle pas de ces désirs hostiles.
Ce sont des désirs hostiles constitutifs. On a commencé à parler de l'assassinat du père. C'est en relation avec le complexe d'Oedipe. Non, c'est-à-dire que ce sont des désirs dont le sujet n'a pas conscience. Sinon, ce serait facile. On en parlerait un petit peu et ça y est, c'est bon. Non, ce sont des désirs inconscients qui, et comme le sujet ne peut pas rien cacher au surmoi, le surmoi, il surveille tout. C'est très compliqué, Marie, ça c'est vrai. C'est très compliqué. Et ce sont des désirs incestueux et le désir d'éliminer le père et de coucher avec la mère. Alors, ça, ce sont des mots... non, c'est pas... Parce qu'il ne s'agit pas exactement de ça, et il s'agit de ça. Mais que c'est une question, le moi n'est pas maître en sa maison. Exactement, très bien, Olivier. Donc, ce qui est en relation, c'est qu'en fait, c'est une question d'économie, c'est une question de ses premiers amours. C'est une question, on a vu que c'était de l'amour relatif, c'était des besoins. J'avais besoin que ma mère soit là, parce que sinon, qu'est-ce que je faisais toute seule? Donc, j'ai dû apprendre à l'aimer, j'ai dû apprendre à la séduire pour qu'elle m'aime. Parce que vous voyez que les enfants, ils sont adorables, enfin certains, non? Pour qu'on les aime, pour qu'on s'occupe d'eux. Et en psychanalyse, les raisons inconscientes de meurtre et d'inceste arrivent à la conscience du patient. Non. Non. Non, parce que sinon, au niveau théorique, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, Florence. Il s'agit de pouvoir tolérer que nous sommes des êtres désirants et que le désir est né là. Non, la naissance de notre désir, ce sont sur les premiers objets que nous avons eus devant nous, et qu'en plus, c'était des désirs, en fait, qui étaient ambivalents. Hein, c'est des désirs ambivalents, parce que ma mère, non, même tout petit, je l'adorais, et en plus, je voulais l'éliminer, parce qu'elle était toujours dans mes pattes quand je voulais m'approcher de mon père. Ou l'inverse. Comment qu'un passage à l'acte serait simplement un désir? Non. Désirer, on va voir, non, que c'est quelque chose, il faudrait refaire un direct sur le désir, parce que c'est quelque chose qui est très complexe dans l'appareil psychique, le désir dans l'appareil psychique. Parce qu'en fait, tolérer nos désirs, c'est qu'on ne désire pas ce qu'on dit désirer. Je veux travailler, oui, oui, je veux un travail, mais j'en trouve pas. Alors quel est mon désir? D'en trouver ou de pas en trouver? Donc vous voyez, ça, parce que le désir, en fait, ce qu'il faut apprendre, et ce qu'on va apprendre en psychanalyse, c'est que on n'est pas le maître dans notre demeure. C'est pas nous qui décidons ce qu'on désire. On peut orienter. Mais en fait, c'est même pas notre conscience. De la même façon qu'on a choisi la personne avec qui on vit. Vous l'avez choisi? Non, vous l'avez pas choisi. Tout d'un coup, vous vous êtes retrouvé, vous vivez avec telle personne ou telle autre. On l'a pas choisi. Après, comme on vit, elle vit avec nous, on dit, ah bah oui, il est magnifique, oh, il est très beau, elle est très belle et tout ça. On n'a pas choisi. On s'est pas rendu compte qu'on choisissait. Non, c'est-à-dire que l'être humain, en fait, il vit sa vie et il se retrouve avec des éléments dans sa vie en disant, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Non? Et après, non. Donc c'est pour ça que c'est intéressant la psychanalyse, pour voir. En fait, c'est comme investiguer la vie que j'ai. Pourquoi je suis dans cette situation-là? Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Non, c'est ça qui est intéressant, de voir qu'on a construit tous une vie complètement différente. Il n'y a personne qui a la vie de personne. On a tous une particularité dans notre manière d'être en relation avec la vie, en plus avec ce qui nous arrive et tout ça, et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Nous ne sommes pas les maîtres dans notre maison. Et ça veut dire qu'on ne peut pas décider, sinon, qu'est-ce qu'on veut? Nous transformer en tyrans? Nous voulons être des tyrans? Je veux ceci! Non? Et je m'oblige. Alors là, je deviens un tyran, et alors c'est un désastre. Parce que là, c'est des disputes à n'en plus finir. Avec moi-même. Avec moi-même. C'est pour ça que se réconcilier avec soi-même, c'est apprendre à vivre avec la vie qu'on fait. Et ceux qui passent au rêve, c'est compliqué. Je ne comprends pas comment que ça veut dire passer au rêve. Donc en fait, une chose, et du coup, quelle est la place du libre arbitre? Ah, ça c'est intéressant, Manu, parce que justement, Freud, il va nous dire que nous cherchons tous la liberté, non? On va tous chercher la liberté, mais en fait, il dit que chercher la liberté, en fait, ça nous dévie
du véritable chemin de la liberté. Parce qu'en fait, la véritable liberté dont nous pouvons disposer, c'est la liberté de notre libido. C'est-à-dire de cette énergie psychique qui pas rester bloquée par un refoulement à un tel endroit, qui pas rester bloquée, obsédée par une autre chose, qui pas rester bloquée là, et de pouvoir disposer de toute cette énergie pour pouvoir faire des choses dans ma vie. Et après, il y a cette phrase de Lacan qui est magnifique, qui dit « En fait, je ne suis vraiment coupable que quand je vais céder sur mon désir. » Mais bon, ça c'est une phrase théorique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire coupable? Qu'est-ce que ça veut dire céder? Qu'est-ce que ça veut dire désir? Donc après, il faut... Le désir, il vient du complexe d'Oedipe. Quand on dit que le complexe d'Oedipe, c'est une machine qui va nous humaniser, parce qu'il va créer, produire en nous le désir d'un être humain. Donc Toria dit qu'elle se laisse guider par les émotions. Ça, c'est pas très positif. Alors, concernant la ménopause et la baisse de la libido, la ménopause, ce n'est pas la baisse de la libido, Anne. Pas du tout. Vous voyez pas que là, pas du tout. Il n'y a pas de baisse de la libido. Puis la libido, ce n'est pas simplement faire l'amour, ce n'est pas simplement avoir des rapports sexuels. La libido, c'est toute l'énergie dont je dispose pour faire toutes les choses de ma vie. D'accord? Et à la ménopause, il n'y a absolument pas, il y a liberté de la libido. Il y a une nouvelle liberté. Annelise, vous devez vous psychanalyser. Donc, voilà pour aujourd'hui. Vous avez vu, nous avons fait un direct passionnant. Merci de votre participation. Merci de partager sur vos réseaux. D'accord? C'est quelque chose qui est passionnant de découvrir. Non, parce que c'est difficile à accepter comme ça tout d'un coup. Des fois, moi, je me dis, mais non, mais vous voyez pas, vous devez comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Non? Passionnant, bah oui, Fabienne, Florence, bonsoir, Manu, merci à vous. Alors, merci de partager sur vos réseaux. Marie, au revoir, Stéphanie, au revoir, Marie, au revoir, sur vos réseaux. Et ceux qui sont intéressés de continuer à étudier, nous avons donc ce cours du dimanche après-midi qui aujourd'hui étudie un cas tout à fait particulier qui est le cas d'un président des États-Unis. C'est pas un patient de Freud, c'est le président des États-Unis. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Ah, et vous pouvez aimer la page aussi. Parce que vous aimez les publications. Mais aimer les publications, c'est très bien. Mais après, vous pouvez aimer la page, dire j'aime à la page. Merci à vous. Allez, bonne continuation et à la fois prochaine. À mardi prochain, sans faute. Allez, au revoir. Ciao, bonne soirée, bonne fin de soirée, Claudette. Au revoir, Mounia. Ciao, ciao.